Merci Madame. Chers maîtres, honorables assistantes, permettez-moi de vous présenter notre communication intitulée « Éruption micropapuleuse chez une jeune fille, à quoi faut-il penser ?» Donc, nous rapportons ici l'observation d'une jeune fille de 22 ans, sans antécédents pathologiques notables et qui se présente en consultation pour des lésions érythémateuses évoluant depuis 2 ans par poussée-rémission. Par ailleurs, la patiente ne rapporte pas de troubles de cycle ni de dysménorrhée, il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse. Donc, l'examen dermato a permis de mettre en évidence la présence de micropapules érythémateuses à surface lisse brillante, siégeant de façon bilatérale symétrique au niveau des 2 joues, avec présence de cicatrices atrophiques au niveau temporomandibulaire bilatéral. Donc, devant ce tableau clinique, donc, le premier diagnostic auquel on a pensé est l'acné vulgaire, notamment dans sa forme inflammatoire. Mais devant cet aspect monomorphe des lésions, l'absence de lésions rétentionnelles, l'absence de l'hyperséborrhée ainsi que le respect de la zone T centrofaciale, donc ceci nous a incité à compléter notre examen dermatologique par la pose de notre dermoscope et qui a révélé la présence d'un aspect lipoïdique au niveau des lésions et avec une présence du fond érythémateux et qui n'est pas visible cliniquement. Donc, devant cet aspect lipoïdique à la vitropression par le dermoscope, donc ceci nous a incité à penser à d'autres diagnostics, notamment les granulomateuses, et à revoir notre diagnostic à évoquer. Et donc, on a évoqué la sarcoïdose à petite plaque, une éruption acnéiforme dans le cadre de Mickey, une rosacée granulomateuse ou bien un lupus miliaire disséminé du visage. Et notre conduite à tenir était de réaliser une biopsie cutanée qui a été guidée par la dermoscopie au niveau d'une zone où on a l'aspect lipoïdique. Donc, l'étude histologique a permis de montrer la présence d'un infiltrat inflammatoire granulomateux siégeant au niveau du derme superficiel en périfolliculaire et fait de lymphocytes et de histiocytes avec une paroi pilaire qui est spongiotique. L'étude histologique a permis aussi de mettre en évidence la présence de Demodex follicularum au sein du follicule pileux. Et donc, à la lumière des données histologiques et en confrontation avec l'aspect clinique, le diagnostic final retenu est la rosacée granulomateuse et notre prise en charge thérapeutique était axée sur les mesures d'hygiène, une crème anti-rougeur, la métronidazole topique ainsi que la doxycycline par voie orale. Donc, l'évolution après 6 mois a été marquée par une nette amélioration avec une régression quasi complète des lésions. Donc, la rosacée granulomateuse, appelée aussi lipoïde, c'est une variante clinique de la rosacée caractérisée par des papules jaunâtres et de nodules pouvant laisser des cicatrices atrophiques. L'aspect clinique, il est souvent trompeur et peut mimer en particulier une acné vulgaire. Sur le plan clinique, il se présente sous forme de papules nodules peu inflammatoires avec un aspect lipoïde à la vitropression et qui siège préférentiellement en périorificiel et au niveau des joues. L'association avec les signes classiques de la maladie, notamment l'érythème et la cuprose, elle est inconstante. Sur le plan dermoscopique, les signes les plus souvent retrouvés, c'est l'aspect lipoïdique, la présence de pustules avec un fond érythémateux. On peut retrouver également des bouchons cornés et les vaisseaux polygonaux. Sur le plan histologique, la biopsie cutanée permet de confirmer le diagnostic. Il peut montrer un infiltrat inflammatoire mixte périvasculaire et périfolliculaire, un granulome tuberculoïde à distribution périfolliculaire, parfois diffuse dans le derme. La nécrose casieuse, elle est très rare, retrouvée généralement dans 11% des cas. On peut aussi retrouver un œdème et une dilatation vasculaire. Sur le plan épidermique, les modifications s'y présentent et sont généralement légères et non spécifiques. Et on retrouve généralement des fragments dégénératifs de Demodex follicularum et qui est un acteur principal dans la physiopathologie de la rosacée granulomateuse. La prise en charge de la rosacée granulomateuse n'est pas standardisée. Cette forme elle est généralement très résistante au traitement habituel de la rosacée et les molécules qui ont donné les meilleurs résultats dans la littérature sont le pimecrolimus topique, l'isotrétinoïne ainsi que la dapsone. La PDT aussi a donné de bons résultats dans de nombreux essais. Elle est indiquée dans la prise en charge de la rosacée granulomateuse.
Et donc, en conclusion, la rosacée granulomateuse, c'est une dermatose faciale qui pose problème diagnostique, notamment avec l'acné vulgaire, mais aussi avec les autres granulomateuses, notamment la sarcoïdose. Il faut savoir l'évoquer devant toute éruption papuleuse monomorphe chez une jeune femme. Il ne faut pas s'attendre aux signes classiques de la maladie, notamment les flushs et les rétrocoproses qui sont souvent absents, et d'où l'intérêt d'un interrogatoire minutieux avec un examen clinique méticuleux qui mène souvent au bon diagnostic. Et je vous remercie. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de partager avec vous la communication qui porte le titre « Acné ou pas ? Le secret de l'interrogatoire ». Notre patiente est âgée de 40 ans, traitée à l'adolescence pour acné, ayant laissé des cicatrices atrophiques au niveau des joues, qui s'est présentée en consultation pour une éruption acnéiforme prurigineuse évoluant depuis 15 jours. Chez qui l'examen dermatologique trouve de multiples papules inflammatoires ainsi que de pustules localisées au niveau des zones séborrhéiques, principalement au niveau du front, là où vous voyez une pustule. Ainsi, au niveau de la nuque et la partie supérieure du tronc et du dos. À noter qu'au niveau du dos, certains suivent un trajet linéaire. Par ailleurs, pas d'hyperséborrhée ni de comédon dans le reste de l'examen dermatologique. Donc, quel est votre diagnostic? Après avoir éliminé l'acné vulgaire vu l'absence d'hyperséborrhée de comédon et devant cet aspect monomorphe fait de papules inflammatoires et de pustules et devant la présence du prurite, on a pensé à l'acné induite, au prurigo et au folliculite. Ce qui nous a incité à pousser encore l'interrogatoire. Et puis on a découvert que la patiente suit un régime keto avec une perte récente de poids et qu'elle a fait apparaître l'éruption 15 jours après le début du régime. Et vu qu'il n'y a pas de prise médicamenteuse, on a retenu le diagnostic de prurigo pigmentosa. Et pour cela, notre conduite était de retenir, d'interrompre le régime cétogène et de la mettre sous doxycycline à la dose de 100 mg par jour pendant 1 mois. L'évolution était marquée par la disparition des lésions et du prurite, aux dépens d'une hyperpigmentation post-inflammatoire réticulée. Aucune rechute n'était rapportée après. Le prurigo pigmentosa, c'est une entité qui est connue sous le nom de kétorache, qui est une maladie inflammatoire décrite pour la première fois en Asie et touche principalement les femmes jeunes. Sa physiopathologie est toujours mal connue, mais il existe des hypothèses qui parlent soit d'une augmentation de la production des corps cétoniques qui s'accumulent autour des vaisseaux sanguins induisant réaction inflammatoire avec afflux des neutrophiles, ou bien ils agissent par un rôle direct en provoquant des dommages intracellulaires. Le prurigo pigmentosa était souvent associé au jeûne prolongé, diabète incontrôlé, anorexie mentale et au régime amaigrissant principalement en type keto. Plusieurs cas ont été décrits au cours de la grossesse, notamment en cas de nausées et de vomissements, ce qui fait discuter le rôle de la cétose. Cliniquement, ça commence par une phase inflammatoire vésiculeuse extrêmement prurigineuse, avec une localisation caractéristique au niveau du tronc et tout particulièrement le dos en aile de papillon. Le diagnostic positif est principalement clinique. L'évolution est marquée par des poussées, avec à la régression, ça laisse une pigmentation d'aspect réticulé, permettant ainsi un diagnostic rétrospectif. Certaines pathologies peuvent poser un diagnostic différentiel avec le prurigo pigmentosa, comme l'acné vulgaire, qui ont des critères en commun comme la gêne, la présence des papules et pustules siégeant au niveau des zones séborrhéiques, avec comme critère distinctif la présence d'hyperséborrhée de comédon, essentiellement dans l'acné. La folliculite thyrosporique peut poser confusion aussi avec le prurigo pigmentosa, avec comme des critères en commun l'aspect monomorphe des lésions, le prurite et le siège, et comme critère distinctif surtout l'immunodépression qui est souvent associé à une hygiène précaire. La prise en charge thérapeutique repose sur la résolution de la cause responsable de l'accumulation des corps cétoniques, qui est dans le cas secondaire un régime keto, basé essentiellement sur une alimentation équilibrée, et aussi un traitement médical reposant sur des antibiotiques inhibant le chimiotactisme des neutrophiles, tels que la minocycline, la doxycycline et la dapsone, qui ont une meilleure efficacité, tout particulièrement pendant la phase inflammatoire de la maladie. Et pour conclure, il est important de penser à un prurigo pigmentosa devant une éruption acnéiforme, monomorphe, type papulopustule, prurigineuse, siégeant au niveau des zones séborrhéiques avec à l'interrogatoire la présence d'un état procétogène, un régime keto par exemple, grossesse, diabète incontrôlé. Cette approche synergique entre l'interrogatoire et l'examen clinique revêt une importance capitale,
permet l'identification précoce de cette affection et l'élimination des diagnostics différentiels, principalement l'acné vulgaire, et permet aussi une prise en charge ciblée permettant l'obtention d'une rémission des poussées inflammatoires et de prévenir les cicatrices hyperpigmentées. Je vous remercie. Donc, cher maître, honorable audience, je suis enchanté aujourd'hui de partager avec vous ce cas clinique intitulé Éruption acnéiforme du visible à l'invisible. Donc, c'est le cas de cette jeune adolescente de 17 ans qui est étudiante et célibataire, qui a comme antécédent une ménarche à l'âge de 9 ans, des dysménorrhées avec un cycle irrégulier, une dépression et une anxiété sociale sous traitement. Elle a également une cousine qui est traitée pour un rhumatisme articulaire aigu. Donc, son histoire de la maladie elle remonte à l'âge de 8 ans par l'apparition de lésions acnéiformes au niveau du visage, avec une extension rapidement progressive au niveau du dos. La patiente elle fut traitée pendant 4 ans pour acné, avec de multiples traitements topiques, des cyclines et des 3 cures d'isotrétinoïne, mais sans amélioration. Donc, puis elle fut référée au CHU pour complément de prise en charge. Donc, à son examen, on retrouve une hyperseborrhée au niveau de la zone T du visage, une éruption polymorphe qui est faite de lésions rétentionnelles, de multiples lésions inflammatoires, type de papules, pustules, des papules nodules, qui sont excoriées pour certains, ainsi que des lésions cicatricielles, atrophiques, cupulliformes et autres. On retrouve les mêmes lésions au niveau du tronc, surtout au niveau de la moitié haute du dos, avec des lésions qui sont inflammatoires, rétentionnelles, là encore excoriées, ainsi que de multiples cicatrices anétodermiques, hypertrophiques et atrophiques et hyperpigmentées. Les plis étaient respectés chez notre malade, mais on a noté également un hirsutisme modéré. Donc, nous avons évoqué une acné hormonale devant les troubles du cycle et l'hirsutisme que présente la malade. La prise de la paroxétine nous a amené à suspecter le diagnostic d'acné induite, mais ce diagnostic a été rapidement écarté chez notre patient devant le polymorphisme lésionnel de l'éruption. Le diagnostic de l'acné excoriée à ne pas éliminer devant ces lésions qui étaient excoriées et vu le trouble anxieux et la dysmorphophobie que présente la malade. On a pensé également au diagnostic de l'acné conglobata devant la sévérité de l'éruption. Le diagnostic de la maladie de Verneuil a été également envisagé, mais le respect des plis, notamment axillaires, à ce stade a conduit à écarter cette éventualité. Donc, notre approche a consisté à traiter la malade avec des traitements topiques, incluant de la dapalène et de la peroxyde de benzol, ainsi qu'avec la doxycycline. Donc, en creusant davantage lors de l'interrogatoire, il s'est avéré que la malade souffrait de polyarthralgie chronique concomitante à l'éruption, à savoir des thalalgies, des douleurs sternocostales et autres, ainsi que des troubles digestifs à type de ballonnement abdominal et de diarrhée aqueuse. Donc, face à ces constats, d'autres diagnostics ont été envisagés, notamment un SAPHO-syndrome et les autres maladies auto-inflammatoires systémiques à type de PAS syndrome, de PAPA syndrome et de PAPAGE syndrome, et aussi une éruption acnéiforme dans le cadre de Mickey. Donc, l'examen rhumatologique a mis en évidence une spondylarthrite axiale, périphérique et anthésique, conduisant à la prescription d'AINES. Et une investigation digestive a été entreprise et elle a exclu toute éventualité de Mickey, qui pourrait être à l'origine de ces éruptions acnéiformes. De plus, cette démarche a également écarté toute association possible entre les Mickey et les spondylarthropathies, notamment dans le cas du SAPHO-syndrome. Une exploration endocrinologique a révélé un syndrome des ovaires polykystiques, conduisant à la prescription d'une contraception hormonale. Donc, au final, le diagnostic retenu était celui d'un SAPHO-syndrome en raison de l'association d'une acné sévère avec une atteinte ostéo-articulaire chronique, comprenant une sacroïléite bilatérale et une polyanthésite. Sur le plan évolutif, une légère amélioration de l'acné a été constatée, mais avec persistance des arthralgies qui étaient rebelles à plusieurs anti-inflammatoires, d'où la décision en concertation avec le rhumatologue de démarrer un traitement par l'adalimumab en injection sous-cutanée de 40 mg toutes les 15 jours. Donc, déjà après seulement 2 injections d'anti-TNF-alpha, on note une quasi-disparition des lésions inflammatoires et la patiente elle était extrêmement satisfaite de ces résultats. Donc, sauf que après 14 jours après sa 2e injection, la patiente elle a présenté une urticaire profonde avec un angioedème accompagné de lésions qui sont urticariennes et généralisées. Donc, ces manifestations ont régressé après 3 jours de traitement combinant corticoïdes et antihistaminiques et les résultats de la pharmacovigilance ont indiqué une faible imputabilité de l'adalimumab. Donc, face à l'efficacité constatée, au type de réaction observée ainsi qu'aux conclusions de la pharmacovigilance, nous avons opté pour une désensibilisation en suivant le protocole du service qui s'est déroulé sans incident avec une bonne évolution ultérieure. Donc, le SAPHO-syndrome est un acronyme proposé par la Société française de rhumatologie pour désigner une synovite, une acné, une pustulose, une hyperostose et une ostéite.
avec une atteinte osseuse qui est très particulière dans sa présentation clinico-radiologique et qui se dégage comme la pierre angulaire du diagnostic. Sa pathogénie, elle fait intervenir plusieurs facteurs, notamment génétiques, infectieux, étant donné que le P. acnes a été isolé à partir des cultures d'échantillons osseux chez un certain nombre de malades, et immunologiques, notamment le rôle des cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha dans la genèse des manifestations rhumatismales. Les manifestations cutanées du SAPHO syndrome comprennent principalement la pustulose palmoplantaire, une acné sévère, l'hydradinite suppurée et le psoriasis. D'autres manifestations peuvent se voir comme le pyoderma gangrenosum et le syndrome de Sweet, mais il convient également de souligner que cette atteinte cutanée peut manquer dans un tiers des cas. Pour ce qui est de l'atteinte articulaire, elle cible électivement la paroi thoracique antérieure dans plus de 65% des cas, mais peut également toucher le pelvis, le rachis et la mandibule dans 10% des cas. Un mot sur l'association SAPHO-MICI, qui n'est pas aussi rare. D'ailleurs, elle se voit chez à peu près 13% des malades avec le SAPHO, beaucoup plus dans la maladie de Crohn que dans la RCH, mais il faut noter également qu'il n'y a pas de parallélisme évolutif entre ces deux conditions. Des critères diagnostiques ont été proposés par Kahn en 1994 et la présence de seulement un de ces trois critères suffit pour retenir le diagnostic du SAPHO syndrome, à savoir une ostéite chronique multifocale stérile et isolée sans atteinte cutanée, une atteinte articulaire aiguë ou chronique associée à l'une des principales manifestations cutanées déjà citées, ou bien une mono- ou polyostéite stérile associée là encore à l'une des manifestations cutanées. L'arsenal thérapeutique, il est très varié. On commence généralement par les AINES en première ligne, mais on pourrait également envisager l'utilisation de corticoïdes, de sulfasalazine, méthotrexate ou bien les biphosphonates. Les cyclines ou les macrolides sont aussi à envisager vu leur action sur le P. acnes. Les anti-TNF-alpha ont prouvé leur efficacité et dans l'atteinte cutanée et dans l'atteinte articulaire, mais sont souvent réservés aux formes réfractaires et invalidantes. Donc, pour conclure, je tiens à souligner que les éruptions acnéiformes ne se limitent pas vraiment à un simple problème cutané. Il est primordial de rechercher à assembler les différentes pièces du puzzle qui pourraient dévoiler des affections bien plus complexes, notamment le SAPHO syndrome. L'errance diagnostique est responsable d'un retard de prise en charge et par conséquent d'une altération de qualité de vie des malades. Et je clôture par le grand intérêt d'une concertation interdisciplinaire et pour les diagnostics et pour une prise en charge précoce de ces malades. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.